Voilà, vas-y. Voilà. Donc il y a deux aspects en effet. Il y a l'aspect immédiat, c'est-à-dire l'impact du film lui-même sur chacun de nous. Et puis après, il y a des notions qui apparaissent dans ce film, il y a des choses qui apparaissent dans ce film et qui interpellent la logique, l'intelligence et son soi profond. L'aspect du ressenti immédiat du film, moi j'ai ressenti en effet une extrême violence, et c'est le but de ce film, c'est de montrer qu'il y a une violence, et c'est très bien monté, c'est très bien fait. Maintenant, ce que j'ai retenu deux choses. La première chose, c'est le lien entre la violence et la vie. Ça, c'est quelque chose que je trouve ça extrêmement fort dans ce film. Déjà, le radical est le même, hein, vie et violence. Et puis c'est vrai, lorsqu'on voit l'évolution de l'Homo sapiens, lorsqu'on voit l'évolution de l'humanité, ces évolutions, elles se font par rupture et par marche on ne va pas dire révolutionnaire, mais presque, aussi bien au niveau évolution intellectuelle qu'au niveau des évolutions techniques. Voilà. Et la deuxième chose que je retiens de ce film, c'est que finalement, la production de ce film vient en fait de son individualisation de sa propre vie individuelle, c'est-à-dire de notre non-communication avec l'autre. La disparition en fait de la communication humaine qui a été portée à son paroxysme ces dernières décennies, viennent en fait d'une civilisation qui est dans un confort, avec ses propres besoins matériels, donc la différence entre l'être et le avoir, et le avoir ayant flingué l'être, c'est-à-dire que se parler ensemble et puis construire ensemble, et donc mettre en danger le dialogue, donc la démocratie. Donc c'est ces deux notions-là qui sont ressurgies à mon esprit, en moi, c'est-à-dire violence, vie, et puis individualisation et qui tue en fait la communauté, qui tue la démocratie. Moi je crois qu'il y a un truc que je peux dire. À cette époque-là, j'étais à Paris et j'ai participé à 2 manifestations de Gilets jaunes, dont une sur les Champs-Élysées. Le film ne montre pas les provocations policières. On était là, tranquille, tout. Et ils envoyaient des lacrymogènes. En gros, la réaction des Gilets jaunes, elle est en réaction à des provocations. Et le film ne montre pas bien. Voilà. Tout à fait d'accord. Oui. C'est vrai que les Gilets jaunes, à l'origine, c'était pacifique. C'était une revendication légitime par rapport aux conditions de vie qui sont de plus en plus difficiles. Et en réaction à ça, ils se sont reçus des matraques, des gaz lacrymogènes. Donc il y a eu, ça a été vraiment une réaction disproportionnée. Et ça fait encore plus haïr ce gouvernement en Macron, je trouve, hein, de remettre un peu en image les débuts de son quinquennat. Ça a été d'une violence comme on n'a jamais connue. Enfin, moi, je ne suis pas la génération qui ait connu une violence quelconque, puisque je suis née après 68, quoi. Enfin, voilà, donc la violence réelle, on ne la connaît pas. Et là, on a été mis face à des hommes armés, face à des femmes qui étaient les mains ouvertes, des enfants, des hommes qui manifestaient tranquillement. Et cette remise en cause du droit à la manifestation, c'est vraiment un passif de
du gouvernement Macron. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne peut que marquer les esprits et qui va j'espère, faire réagir les gens aux prochaines élections là, qui arrivent. Quand on voit qu'il est encore en tête de liste partout, là, on se dit, mais c'est pas possible. Est-ce que les gens ont évacué toutes les misères qu'il a pu faire subir, que la police gère un État, parce qu'on ne peut pas vivre dans l'anarchie, c'est pas possible, mais la façon dont il a utilisé l'armée, et j'avais entendu sur France Inter que la zone où il y a eu vraiment le plus de massacres, c'est-à-dire parce que c'est spectaculaire, c'est l'Arc de Triomphe. Et donc il y avait des hauts gradés qui parlaient à la radio et qui disaient le monde entier vient à Paris pour admirer le système de sécurité qu'on a justement dans le cœur même de Paris. Et si Macron avait voulu faire en sorte que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas cette barbarie, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est un retour à une barbarie pas possible, s'il avait donné l'ordre, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un ordre organisé, et pas... Il y a un dans le film qui parlait de Guy Debord et de son livre Spectacle. C'est ça, il a voulu jouer aux apprentis sorciers et en fait, il a voulu utiliser cette violence qu'il a peut-être orchestrée. Et moi, je me pose la question de savoir si, au départ, cette manifestation était vraiment pacifique, et ensuite, il a voulu faire retourner la situation en sa faveur, et il a voulu marginaliser les gilets jaunes et les rendre coupables de tout et en faire un bouc émissaire. Et donc, c'est vraiment, ce film-là me confirme cette impression que j'ai. Voilà. Je voudrais faire remarquer un point d'information d'abord. On prend la parole 3 minutes maxi. Oui, pardon, oui, voilà. c'est un peu long. Oui, 3 minutes maxi. Il y a beaucoup de choses. C'est très intéressant. La Alors, première chose, et on lève le doigt pour parler. Voilà, Oui, je vais levé le doigt distribuer depuis un petit peu la parole si vous le permettez. depuis un petit moment. Donc puis vous j'attendais. levez le doigt et j'essaye de lève le retenir doigt. ceux qui veulent prendre la parole. Donc, pour répondre à ça, d'abord, ça a été dit dans le film. Je crois que cette violence, vous n'y avez pas été confronté avant, mais elle est beaucoup plus ancienne. C'est une violence qui existait. Moi, je suis de banlieue parisienne à la base, et c'est une violence qu'on voyait beaucoup dans les banlieues. Je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, j'ai eu des copines qui avaient été violées, qui sont allées porter plainte au commissariat, qui se sont fait violer au commissariat. J'ai connu des choses absolument incroyables et dont les médias ne parlaient jamais, parce que ça ne concernait quasiment que les banlieues, les cités, etc. Et c'est dit dans le film à un moment. Il y a quelqu'un qui dit « Nous sommes les cobayes, nous avons été les cobayes dans les cités ». Et c'est vrai qu'il a fallu les gilets jaunes, c'est-à-dire des gens beaucoup plus intégrés, pour enfin qu'on en parle et enfin qu'un film soit fait dessus. Mais ça remonte beaucoup plus loin et ça n'a cessé de monter et d'augmenter. La deuxième chose, c'est que je pense que ce n'est pas que une répression. Je pense qu'on parlait dans le film, il parlait de prévention, mais je pense que c'est une forme de prévention. C'est-à-dire quand il comparait la politique de Poutine à la politique de Macron, en fait, le fait effectivement de voir des provocations policières, de lancer, ça a été dit quand même dans le film, qu'à peine ils arrivaient, à peine ils commençaient à marcher, paf, ils commençaient à lancer des grenades. C'est parce que le but, c'était justement de dissuader les gens, puisque c'était vraiment, tout le monde aurait pu aller dans ces manifestations, parce que l'immense majorité des gens souffrent. De plus en plus, il y a une classe moyenne qui est en train de se paupériser, et ça ne date pas d'hier non plus.
C'est juste que là, on arrive vraiment au paroxysme de cette évolution-là. Mais c'est une forme de prévention, c'est-à-dire il s'agit absolument de dissuader les gens d'aller manifester, et ça a marché. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus que les jeunes ou des gens vraiment qui étaient vraiment très, très déterminés pour aller dans la rue. Et moi, je me rappelle moi-même, on a hésité quelquefois à aller à Marseille manifester, on n'y est pas allé. Parce que j'avais un père âgé, on avait peur, on n'avait pas envie de perdre un œil, perdre une main, et j'en connais plein comme moi, et dans toute la France, qui réagissaient comme ça. Donc au fond, il joue sur les deux tableaux, il joue répression en ayant les médias de son côté qui lui disent, et je crois que là, en plus, moi, pendant tout le film, je me disais, mais on a franchi encore un pas avec la crise du Covid. C'est-à-dire que là, on est rentré dans le fichage, on est rentré de plus en plus, on va vers une société comme la société chinoise, qu'on attaque de toutes parts, mais finalement, on prend modèle sur elle. Voilà. Et puis simplement pour faire court, sur les sondages, je crois que ça commence à être dit, il ne faut pas croire beaucoup les sondages. Moi, j'ai fait de la recherche. Déjà à l'époque, je voyais à quel point les sondages pouvaient être biaisés, mais aujourd'hui, ils font les sondages sur Internet. Et de plus en plus, on sait que ça ne correspond pas à la réalité, qu'ils sont de plus en plus biaisés, que par exemple, on attribue beaucoup à Le Pen et à Zemmour parce que ce qu'on appelle la fachosphère est extrêmement présente sur Internet, que c'est très facile. Il y a un journaliste de France Inter, de la cellule d'investigation, qui a fait une enquête qui a montré qu'il pouvait se faire passer pour tout le monde et n'importe qui et répondre à des enquêtes. Enfin, voilà, donc les sondages Agnès, à prendre. Voilà. Excuse-moi, mais je voulais répondre à toutes les points que... Tu y reviendras. Voilà. Tu reviendras tout à l'heure. Oui. Madame. Alors moi déjà, je voudrais poser une question à tout le monde. Là. Qui a déjà manifesté? Qui était avec les Gilets jaunes? Manifester. Manifester ou avec les Gilets jaunes? Manifester. Ah, pareil. Manifester, Moi, les partout. deux. Donc, moi, je suis gilet jaune de la première heure. Les manifestations, j'en ai fait énormément. Le film retrace à 100% ce qu'on a vécu, ce qu'on vit encore, parce qu'on y est encore tous les week-ends. Tous les week-ends, on manifeste. Tous les week-ends, on est là, dans la rue, pour défendre nos droits, pacifiquement, juste avec un gilet jaune, ou pas, parce que les gilets jaunes ont été retirés à un moment, parce que le gilet, c'était pas les revendications, ça a été juste se retrouver, savoir se retrouver. Oui, c'est symbolique. Voilà, c'était symbolique. Beaucoup ont lâché le gilet parce qu'ils avaient peur, vous l'avez dit. Oui, les gens ont peur, mais à un moment, on ne peut pas laisser les choses comme elles sont. Moi, j'avais jamais manifesté. Je suis sortie la première fois avec les gilets jaunes. Je suis, et je le revendique, gilet jaune de la première heure, et je continue. Là, il y a le convoi pour la liberté. On y était, moi je suis allée de Fréjus à Brignoles. J'ai des amis de Fréjus qui sont partis sur Paris, donc on a peur pour eux parce qu'on sait que cette répression, elle est là. Il y a eu une interdiction du préfet. Oui, l'interdiction, vous savez, on l'a eu tous les week-ends. Tous les week-ends, on l'a eu. Nous, on a fait des manifestations. Moi, j'ai organisé les manifestations sur Fréjus, avec Céline, tout. Bon, on en a organisé des manifestations où on était 700, 800, 900, 1000. Toujours pacifiste. On avait même pris des personnes pour faire la sécurité intérieure de façon à ce qu'il n'y ait jamais de casse. On n'a jamais été armés. Mais quand en face, vous avez des Robocop qui sont là, qui vous chargent, moi je me suis retrouvée par terre. Et pourtant, jamais il y a eu une insulte. J'ai un Facebook, même la police me l'a dit, j'ai un Facebook où il n'y a aucune insulte, rien. Donc, à un moment, ben moi je comprends que les gens ramassent les pavés et leur balancent par la gueule. Je suis désolée, je ne peux pas dire autre chose, mais quand on voit ça,
quand on a... Moi, je connais Rodriguez qui a été blessé, je l'ai rencontré, j'ai rencontré tous les gros des Gilets jaunes, en fin de compte. Mais vous savez, on est quand même là pour défendre nos droits, à mieux vivre, pour que... Moi, je suis sortie dans la rue pour ma maman qui avait une petite retraite, pour mes petits-enfants, mes enfants, en me disant, bon, on va leur apporter quelque chose de mieux. Moi, j'ai ce qu'il faut pour vivre, hein. J'ai pas besoin de plus. Mais c'est vrai que quand on voit que tous les mois, il y en a qui tirent la langue, moi je l'ai vu au rond-point du Galon à Fréjus. J'ai vu une maman avec son petit garçon, on lui a donné un sandwich et qui disait, on en garde la moitié pour ce soir. Et bien quand on entend ça, quand on voit ça, on ne peut pas ne pas laisser faire les choses. Et on demandait seulement à être entendu. Tout à fait. Et on le demande toujours à être entendu. Parce que pour le moment, on n'a jamais eu un dialogue. Si, il y a eu le grand débat. Nous, on l'a organisé sur Fréjus. Hein. On l'a organisé en tant que gilet jaune. On a eu Brigitte Bardot qui a été notre marraine même. Donc on a fait beaucoup de choses en tant que gilet jaune. Et on en fait encore. Parce que, je vous dis, on ne peut pas baisser les bras parce qu'il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Ce n'est pas des petites pacotilles qui ont été balancées pour que les gens ils rentrent chez eux en disant, bon, ils vont se taire. Voilà. On leur balance des miettes, ils vont rentrer chez eux. J'ai envie de dire, si on était vraiment en démocratie, on n'aurait même pas besoin d'aller dans la rue, en fait. Juste se faire entendre. C'est une bonne question. Catherine et après Madame. Alors moi je voulais, c'est tout ce que vous avez dit. Moi, en 95, j'ai commencé à manifester. J'avais mon landau et tout ça, et ça se passait très bien à Marseille. Hein. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un décalage là qui s'est fait depuis ces dernières années. Parce que je pense qu'il faut, parce que 95, on a quand même, et du fait de manifester, on avait gagné. Et en fait, je pense que c'est au niveau des gouvernements, il va falloir casser les gens, il va falloir qu'ils arrêtent de manifester, ils nous cassent voilà. Et c'est exactement ça. Et moi, ce qui m'avait surpris au début du mouvement des Gilets jaunes, en fait, c'est que le gouvernement n'était pas prêt à ça. Il s'y attendait pas. Moi, je l'ai vécu comme ça, j'ai vraiment ressenti ça. Et donc, il a fallu qu'ils trouvent des moyens express pour bien casser les gens. Hein. Mais il n'y a pas que les Gilets jaunes qui se sont fait casser. Moi, j'ai des collègues, on a manifesté en fait pour des personnes qui avaient été intoxiquées par l'amiante, hein, ça a été jugé, etc. Je peux vous dire que les CRS ne nous laissaient pas sortir là où on voulait. Hein. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas que les Gilets jaunes. C'est à chaque manifestation, maintenant, on dit aux gens, fermez vos gueules. Voilà. Hein, c'est exactement... C'est tout à fait ça. Et là, c'est vrai qu'on va vers un régime mais, complètement délétère. Et puis, voilà, et il va falloir faire quelque chose. C'est sûr qu'on ne peut pas rester les bras ballants. Les gens ne peuvent plus vivre, n'ont plus assez de pouvoir d'achat, etc. Et la campagne électorale elle est bien jolie, mais on ne parle surtout pas du pouvoir d'achat, ou quelques-uns, mais ils sont très rares. Quoi. Voilà. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. C'est très bien parce que ça me permet de vous dire, parce que je suis aussi gilet jaune du début. Et en fait, à un moment donné, de par les réseaux, j'étais très énervée. Hein. Donc dans les réseaux sociaux, je me suis un petit peu énervée. Et du coup, par le biais de relations, j'ai été contactée par C8 pour aller faire un plateau chez Cyril Hanouna. Qu'est-ce que c'est, C8 C8, c'est une chaîne de télévision Qui appartient à Bolloré, tu sais. Voilà, c'est ça. Et alors sur le coup, je dis quand même, Cyril Hanouna, c'est pas tellement ma tasse de thé. Et je dis bon, mais c'est pas grave, je m'en fous, j'y vais. Non, mais j'y suis allée pour pouvoir m'exprimer, parce que quand ils m'ont appelée, j'ai demandé si j'allais faire pot de fleurs ou si j'allais pouvoir parler. Et là, ils m'ont dit non, vous pourrez parler. Donc je dis moi, si c'est pour faire pot de fleurs, je fais pas 800 bornes. Donc ils m'ont dit non. Donc ils m'ont équipé avec le micro et tout. Et je me suis retrouvée face à un monsieur qui faisait partie des renseignements généraux antécédemment. Et c'était le week-end juste après qu'il y a eu le souci aux Champs-Élysées. Donc déjà j'étais très énervée parce que je lui ai demandé pour quelle raison on n'a pas filmé les gilets jaunes qui ont protégé la flamme du soldat inconnu, parce que ça c'est très agaçant, parce que ça s'est passé pour de vrai.
Et après, je lui ai posé la question de savoir comment se faisait-il que nous, quand on manifeste, on est fouillé avant de rentrer en manif, et qu'en fait, on se retrouvait avec des gens qui avaient des baramines, des machins, des tronçonneuses et tout. Comment ces gens-là pouvaient rentrer? Alors je dis, il ne faut pas me faire croire que c'est des gilets jaunes, puisque nous, on nous fouille de la tête aux pieds, même les sacs à dos, les bouteilles d'eau et tout. Je dis donc, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Oui, oui, même retirer le gilet. Et je dis donc, il y a un truc qui ne fonctionne pas, qui n'est pas cohérent. Et je dis, et donc ça, c'est des black box. Donc expliquez-moi pour quelle raison ces gens-là peuvent rentrer dans une manif alors qu'on est filtré à ce point. Et là, hors plateau, le gars me dit, dans les renseignements, hein, il me dit, mais c'est parce qu'on nous a dit de les laisser passer et on nous a donné ordre de ne pas intervenir. Mais c'est un truc énorme. Je dis, mais pourquoi? Alors en fait, quand il s'est passé ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe, il faut savoir qu'il y a plusieurs accès, il y a toutes les rues qui arrivent comme ça, là. Et en fait, ils étaient stationnés sur certains trucs et on leur disait laissez passer là, laissez passer là. Et après, en fait, effectivement, les pauvres policiers qui étaient sur place, ils ont pris cher, ça je conçois. Mais dans les rues derrière, il y en avait plein, ils ne pouvaient rien faire, ils n'avaient pas d'ordre. Le truc, il s'est... Et alors ensuite, on a compris que tout ça a été fait et a été volontaire, a été fait volontairement, dans le sens où on les a laissés intervenir, massacrer l'Arc de Triomphe et tout. Et c'était ça, parce qu'ils ont eu très peur à ce moment-là. Et ça, moi, je l'ai su sur plusieurs plateaux, parce que j'en ai fait plusieurs. Hein. Et en off, tout le temps, parce qu'en plateau, on ne vous le dit pas. En off, ils vous disent, ils ont eu très peur. D'ailleurs, Macron avait un hélico pour l'exfiltrer. Oui, le 8 décembre, il a failli partir. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je vous dis. Et donc, du coup, ils ont eu très très peur, parce qu'ils ont eu peur d'être débordés. Mais suite à ça, ils se sont ressaisis. Et donc, du coup, là, il y a eu la répression, mais alors plus que tout, parce qu'il y a eu de la répression policière, physique, comme on a vu dans le film, qui est vraiment très très bien fait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la répression juridique, il y a la prison, il y a le harcèlement. Nous, on est fichés. Hein. Nous, on est fichés. Mais on n'a jamais eu aucune violence avec personne. On est fichés. Nous, on a les RG. Moi, j'ai invité un ministre en stage chez moi. J'avais les RG pendant 15 jours dans mes parkings. Ils me suivaient toute la journée. Mais il faut vous rendre compte à quel point les gens, du coup, quand ils ont vu ça, ils ont tous eu peur, ils sont rentrés chez eux. C'est obligé, parce que vous risquez la justice, vous risquez les redressements fiscaux, vous risquez la répression, vous faire arrêter, vous faire verbaliser à tous les coins de rue. Après, il faut être clair dans sa tête, si vous voulez poursuivre ce truc-là, il faut être fort, hein. Ça c'est sûr. Et les gens, ils ont peur parce qu'ils sont dépendants financièrement d'un crédit, d'un boulot, du jugement du patron qui va dire « Ah oui, mais toi ». Et ils ont stigmatisé les gens comme ça et ils ont réussi à séparer les gens. Mais il faut savoir qu'au départ, les gens qui étaient sur les ronds-points, moi je dis que ça a animé une flamme et ça donne beaucoup d'espoir. Parce que malgré tout, il s'est passé quelque chose qu'on ne voyait plus depuis des années. Et les gens se sont remis à être solidaires entre eux. Tout à fait. Et ça, c'est exceptionnel. Et ça, c'est pas perdu. Et nous, on fait maintenant partie d'une association. On monte dans la Roya depuis 1 an et demi pour aller aider les sinistrés. Ouais. Je peux vous dire que c'est super. Et que de partout en France, il y a une solidarité qui s'est remise en action, qui est énorme. Les gens restent silencieux pour l'instant, mais je ne suis pas sûre que les gens vont rester silencieux maintenant. On voit de la solidarité. C'est énorme. Incroyable, c'est incroyable. Voilà. Donc c'est un message d'espoir quand même. Ouais. Mais ce film est très beau, mais vraiment très beau et très juste. Je vais te passer la parole, Isabelle. Moi, je voulais simplement dire que, et par rapport à ce qu'a dit Roland tout à l'heure, le seul point faible que je lui trouve, c'est que, bon, bien entendu, il a été fait avec des rushs qui ont été pris par tout le monde. Hein. Et ces rushs montrent les affrontements essentiellement. Et il manque quand même... La solidarité. Non, il manque à un moment donné, parce qu'il y en a qui ont dû le filmer, le démarrage des affrontements. C'est-à-dire, ce que tu disais, c'est la provocation, on a appelé ça les NAS. Oui, comment on enferme les gens, ils ne peuvent plus sortir, on les gaze, et
Et en sortant, eh bien, automatiquement, Ah, mais vous pouvez plus ni quelqu'un avancer, qui ni est ressortir, en danger, eh non bien, possible. il renverse tout. Et Je il vais vous rentre dire dans... mieux, c'est que les premiers temps, dans les manifestations, les policiers venaient boire le café avec nous. Avec nous. Et même, il y a eu changement de... Et à un stratégie. moment, Vous il parlez, fallait... vous parlez de la province ici. Oui, non, mais même, même à Paris, même même partout. pas- Ah oui, ouais. oui, moi j'ai Même à fait, Paris. j'ai fait les mais manifestations aux quatre coins de France. Les hein. ronds-points, ils ont été Donc, pacifiques à 95%. Oui. Et on l'a su, Pas partout. nous, on a bien vu, c'est qu'à Fréjus, on ouvrait tous les jours les barrières de l'hôpital parce qu'on estimait que c'était pas juste que des gens payent un parking pour parking aller pour à accéder. l'hôpital. Donc tous les jours, et c'est carrément la régie qui nous avait expliqué comment ouvrir les barrières sans, en les démontant, sans casser. Donc elles étaient démontées tous les jours, tac, et c'était pacifiste. Et d'un seul coup, on a vu, pendant 2 mois, ça a été ouvert comme ça. Et d'un seul coup, on a vu des policiers arriver et ils ont embarqué 11 gilets jaunes de Fréjus qui sont passés au tribunal, qui ont payé des amendes. Plus les avocats, Plus, voilà. les frais de justice. Et là, moi, j'ai posé la question à la commissaire. Je lui ai dit, mais pourquoi, à ce compte-là, si c'était, on n'a pas le droit, de là où on démonte quelque chose, de toute façon, c'est considéré comme de la casse pour eux. Donc, vous êtes tout de suite amendable. Donc, moi, j'ai posé la question, là, en disant, mais pourquoi, si vous le saviez, nous, on ne connaît pas les lois. Personne n'est censé ignorer la loi, par rien. Mais là, on ne les connaît pas, les lois. Pourquoi, dès le départ, vous n'avez pas dit, attention, vous faites un truc, vous allez être amendé. Vous allez partir en garde à vue. Vous les avez laissés faire pendant 2 mois, tous les jours. Et d'un seul coup, on a des ordres. Il fallait taper. Voilà. Merci. Isabelle. Alors moi je m'adresse à madame parce que vous avez dit que vous étiez allé sur plusieurs plateaux et qu'on vous disait toujours les choses hors plateau. Oui. Alors est-ce que quand vous faites un plateau suivant, vous ne pouvez pas dire ce qu'on vous a dit hors plateau précédemment? C'est compliqué parce que, en fait, vous avez de la répression à titre privé après. C'est-à-dire Rien de direct. Mais c'est coupé, c'est-à-dire, c'est- bah, vous avez des redressements d'impôts, vous avez. Mais oui, vous croyez quoi? vous êtes auto-censuré alors. Ah non, mais vous ne pouvez pas vous auto-censurer parce qu'en fait, sinon, vous avez de la répression au niveau. Je vous dis, on vous emmerde au niveau des répressions Donc vous d'impôts n'avez et pas tout ça. pu dire ce que vous On ne vouliez. peut pas dire tout ce qu'on veut. Donc Mais vous êtes bien sûr que non. auto-censuré. Vous êtes dans l'obligation. Il n'y a pas de direct. Parce vraiment. qu'on vous attaque de toute façon, de façon indirecte pour vous faire taire. Vous avez eu des preuves que ça a eu lieu, ce genre de répression post-émission? Bien sûr, Ce sont nous des on choses a les flics. Il on aurait nous fallu dit, enregistrer, oui, bonjour, comment vous allez? Je ne les ai jamais vus. Vous comprenez? Oui, parce Et ils que vous êtes appellent par fiché. votre nom. Ouais, Ils vous d'accord. appellent par votre nom. Donc vous êtes obligé d'être après irréprochable au quotidien. Mais moi j'ai même ma fille qui s'est fait embêter à l'école parce que sa mère elle est gilet jaune. Vous vous rendez pas compte? Ça va Par qui? super là. Au niveau de. C'était embêté par qui? Par les profs, par les structures scolaires, en disant, voilà, Ils ont fait des remarques. des remarques, vous rigolez quoi? Non, mais t'as pas le droit d'aller dans ce stage-là, je vais te mettre là. Et ça va super Mais loin, tout vous ce vous que rendez tu sais, pas compte. c'est qu'ils épluchent toute Ça la va, vie. ça va, Voilà, ça va commissaire très de très loin. Fréjus. Très très loin. La Vous commissaire rendez de pas compte. Fréjus m'a dit, C'est ça la vous répression. n'avez pas été arrêté, on a épluché votre Facebook, on a épluché tout Tout, ce ils qu'on épluchent. pouvait, toute votre Oui, vie. ça on le sait, qu'ils le font Donc, aussi. Et c'est elle-même Et qui vous êtes l'a dit, suivis, hein. hein? Vous êtes suivis. Pendant, moi, je sais pas, la madame des renseignements, elle m'a appelé pendant combien? Presque 6 mois. Elle m'appelait. Bonjour, de Toulon, hein? Comment ça va? Vous avez prévu quoi ce week-end? Je sais pas. C'est comme ça, hein? Et ils vous suivent, hein? Et vous les voyez, vous les repérez en plus, hein? Parce que c'est toujours 2 ou 3 personnes différentes, et vous repérez les voitures et tout. Et il faut le savoir, ça. Et donc c'est pour ça que je dis, il faut être solide dans sa tête, et il faut tracer, quoi. Mais après, enfin, vous savez quoi, comme je me suis présentée même sur une équipe municipale et tout.
Moi, je vais jusqu'au bout. Bah oui, parce qu'on se dit que si Voilà. on n'arrive pas de l'extérieur, Départemental, peut-être en rentrant, municipal, on arrivera. on va rentrer par toutes les portes, puis on va peut-être y arriver un jour. C'est compliqué. Et voilà. Mais pour ça, il faut être vraiment solide psychologiquement parce que Ouais, j'imagine. ça demande de l'énergie, quoi. C'est très, très Et bien. il ne faut pas avoir peur d'avoir des sanctions derrière, quoi. Voilà. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est la personne qui parlait des violences non physiques, Ah oui. c'est-à-dire des augmentations ridicules, de toutes ces choses-là. Mhm. J'ai trouvé que c'était très intéressant et que c'est effectivement une violence. Ouais. Et celle-ci, on n'en parle pas. Mhm. Mais C'est vrai. toutes les amendes que vous pouvez prendre, nous on a pris des amendes, on nous disait, moi j'ai reçu une amende comme quoi j'étais garée dans le rond-point du Gargalon à Fréjus, alors que j'ai jamais été garée. Je l'ai contesté, on était 8 à prendre donc on a les 8 contestés, on nous a dit oui mais c'est les forces de l'ordre, ils se trompent pas. Vous avez, voilà, vous avez tort. Donc, si vous voulez, on paye, hein, de toute façon. Il y a pas des caméras de surveillance pour voir. Mais non, ça serait trop facile. Moi, je voudrais relancer le débat en posant deux questions. Sommes-nous en démocratie? Et deuxième question, la police est-elle républicaine? Alors, Je pense qu'on est en démocratie, ce serait intéressant parce que je pense qu'on. Tu avais commencé tout à l'heure, Agnès, à parler de démocratie. Vas-y. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que je constate, l'état de mes réflexions, là, c'est que s'il n'y avait pas Internet, on ne saurait probablement rien de tout ça. C'est-à-dire que là, c'est un journaliste de Mediapart qui a fait ce film. Mediapart existe parce qu'il y a eu de la censure au niveau des médias classiques. Et je trouve que là, cette histoire de Covid a encore plus montré à quel point il n'y a pas de dialogue, en fait. C'est-à-dire que, quelle que soit l'opinion qu'on ait sur ce Covid, sur les vaccins, etc., dans une démocratie, il y a un débat. Dans une démocratie, ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement ont le droit de s'exprimer. Or, ça n'a pas été le cas du tout. Ça a été totalement censuré. Pire encore que lors du vote pour le traité de Maastricht ou des choses comme ça, où c'était quand même flagrant. Enfin, s'il n'y avait pas eu ce travail des militants, notamment communistes ou autres, qui ont vraiment fait un travail d'information, les Français auraient probablement voté oui. Je crois que Maastricht, ils ont voté oui, et puis après, il y a eu un autre... Voilà, je ne sais plus, mais enfin, en tout cas, il y a eu un non. Bon, d'ailleurs, on a vu, c'est un exemple de démocratie, le peuple a voté non en s'étant pressé de demander aux députés de voter oui. Donc, manifestement, et effectivement, j'ai entendu ça, que la France avait été rétrogradée dans le classement. Voilà. Elle est bien derrière, il faut savoir qu'elle est bien derrière aussi nombre de pays africains au niveau de la corruption. Donc, et on ne parle pas de corruption, de petite corruption, on parle au plus haut niveau de l'État, là. On parle seulement de cette corruption. Donc ce que je voulais dire, c'est que j'entends, moi j'ai une formation de journaliste, de chercheur en sciences de l'information, et ce qui me frappe, c'est que j'entends toujours dire du mal d'Internet, que les fake news, la violence, des réseaux sociaux, etc. On ne parle que, enfin les médias classiques ne parlent que des mauvais côtés. Effectivement, il y en a, parce que c'est le reflet de la société, tout simplement. Mais à côté de ça, ce que je vois, c'est que moi je trouve que le niveau de compréhension d'une manière générale, et notamment des jeunes, des plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui utilisent le plus Internet, s'est élevé. Moi, ça fait longtemps que j'écoute des émissions où il y a des auditeurs qui interviennent à la radio, notamment sur France Inter, et je suis époustouflée par le niveau des questions qui est souvent beaucoup plus intéressant que celles que posent les journalistes qui sont extrêmement formatés. Et au final, je me dis qu'il y a vraiment une démocratisation qui s'est faite via Internet. Quoi qu'il en soit, malgré les fake news, malgré la violence, malgré tous ces à côté qui peuvent effectivement être un peu désolants.
Mais il n'en reste pas moins qu'on n'a pas heureusement, que les médias classiques pour nous informer. Et une dernière chose, moi ce que je constate actuellement, c'est qu'un certain Mélenchon est complètement, il y a une espèce de blocage, cabale, je ne sais pas comment l'appeler autrement, c'est vraiment frappant, je le vois depuis des mois, de toutes parts, aussi bien de la droite que de la gauche. Je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous l'avez regardé, il y a un truc Twitter, je vous l'ai envoyé parce que c'est époustouflant. C'est-à-dire que toute la droite, l'extrême droite, les plus anti-communistes de tous sont en train de faire son dithyrambique sur monsieur Fabien Roussel. Ah oui. Ça, j'avoue que j'aurais jamais imaginé un tel truc. Et on a l'impression qu'il y a une stratégie généralisée, mais vraiment généralisée, de toutes parts, pour ne pas parler de Mélenchon, où on est obligé de l'inviter. Alors on l'invite là maintenant tout de suite, hein, parce qu'en premier, comme ça il va y avoir tous les autres qui vont passer derrière. Et quand on l'interroge, il y a eu une émission là, je crois il y a 2 jours, ou c'était hier ou avant-hier. Hier soir. Sur la 2. Voilà, dont j'ai regardé que la fin, mais c'était frappant de voir, enfin j'ai vu un peu le début et ça m'a tellement révoltée que j'ai arrêté de regarder à un moment donné, parce que c'était je sais pas, un procès, je trouve pas les mots là, mais c'était un véritable procès, il était attaqué de toutes parts, ce n'était que des gens qui le méprisaient. Et ce qui était frappant, c'est le comportement des journalistes. D'ailleurs, il y a Lias Salamé qui vient d'être condamné par ses collègues pour sa manière de parler à Mélenchon et d'affirmer des choses pour lesquelles elle n'a aucune preuve, notamment l'islamo-gauchisme rampant, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment frappant. Je me dis, mais finalement, ils n'ont qu'une trouille, c'est que Mélenchon arrive au 2e tour. Exactement. Parce que c'est finalement le seul, on voit à gauche, hein, c'est le seul qui est au-dessus des 10%. Tous les autres, ils sont dans les bas-fonds. Bon, les sondages, on leur fait un petit peu, voilà, hein, je regarde des réserves. Mais voilà, je trouve que, heureusement qu'il y a Internet, parce que la démocratie, elle survit grâce à ça. Voilà. Daniel. On va laisser parler madame. Je ne vais pas dire grand-chose, mais je pense qu'on ne peut pas parler de démocratie quand on muselle les gens, qu'on les empêche. Moi, je vis la crise du Covid. Je vous rejoins complètement sur la crise du Covid. Moi, j'ai vécu en dictature peu de temps, mais j'ai vécu en dictature d'ailleurs, on était au Chili. Et on est un modèle. Hein, moi, j'ai des copains qui m'ont parlé des Gilets jaunes en me disant on a fait pareil nous. Hein, donc, c'est important la façon dont on peut se révolter en France pour les pays d'Amérique latine. Et en dictature, on muselle les gens en les empêchant d'aller dans le monde associatif et d'être dans la culture. Et aujourd'hui, là, ce soir, moi, ça m'émeut particulièrement parce que ce soir, on est là en cachette presque. Presque, oui. Presque, bah oui, presque. Presque. Et je me dis, on ne peut pas parler de démocratie quand on empêche les gens parce qu'ils ont des idées différentes, parce qu'ils ont une notion différente de la façon dont ils veulent traiter leur corps ou dont ils veulent appréhender leur santé. On ne peut pas les empêcher pour autant d'avoir accès à la culture, d'avoir accès au monde associatif et d'être obligés de se planquer. Mais moi, ça me rappelle ce que j'ai vécu en dictature, quoi. On se cachait pour aller voir des concerts. On se cachait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait si ce n'est ça? Et grâce à des lieux comme l'Oasis, où on peut encore, il y en a quelques-uns, hein, on peut encore partager avec d'autres, vivre l'associatif et la culture. Et non, moi aujourd'hui, vraiment, je trouve que non, c'est pas une société démocratique et ce tout contrôle, ce QR code, on a catalogué les gens. Et puis en plus, on les a, comme les gilets jaunes. Et en plus, ce qui est encore bien plus pervers, c'est qu'on les a mis dos à dos. C'est-à-dire qu'à partir du moment. Enfin, on les a mis dos à dos, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui pensent bien et il y a ceux qui pensent mal, et on en arrive à des choses qui sont dans les mêmes familles, dans des amis, où on est en train de se monter les uns contre les autres pour des choses qui
Ils sont juste Ils sont des libertés individuelles. Voilà, c'est ça, je ne trouvais pas le mot. Voilà, et ça, on est dans un état pervers, quoi. C'est une perversité sans nom, quoi. Tout à fait. Oui. Oui, je voulais dire, je pense que c'est ce qui s'est passé donc avec les Gilets jaunes, qui au départ, il y avait la sympathie un peu de tout le monde, et je pense qu'effectivement, ils ont dû faire exprès de laisser passer ces Black Blocs pour montrer les images qu'il y a eu à l'Arc de Triomphe. Et ça, au niveau de la population, c'est passé à tous les journaux télévisés. Il y a plein de gens qui ont changé leur regard sur les Gilets jaunes en se disant voilà. C'est tous des salauds. À partir du moment où il y a eu ce problème à l'Arc de Triomphe, c'est là qu'ils ont commencé à parler ces gilets jaunes casseurs. Voilà. Radicalisés. Attention. C'est ce qu'ils ont voulu faire, en fait. Ils ont laissé exprès. Voilà, donc ça a été fait volontairement. Parce que je pense qu'ils avaient trop peur de ce que. Il y avait une sympathie dans la France pour ce mouvement et ils l'ont cassé. Ils ont eu très peur que les gens se révoltent. On entend bien faudrait savoir qui sont ces vous êtes antidémocrate, vous êtes anti-républicain aux Gilets jaunes, on entend bien. Mais c'était le discours de Macron. Ils sont bien remontés. De toute façon, c'était le discours de Macron. Macron, s'il avait su parler à son peuple, à un moment, quand les gens sont sortis dans la rue, ont commencé à discuter entre eux, parce que moi, je ne savais pas que mon voisin pouvait penser à la même chose que moi. Vous voyez? Et quand on s'est retrouvés sur les ronds-points, par centaines, par milliers, ici et ça, parce qu'on était énormément. Moi, j'ai fait des trucs énormes. Et quand on voit ce soir ce qu'on fait, on faisait ça, nous, pendant les Gilets jaunes. On se réunissait, on se cachait pour se réunir. Donc, on avait l'impression d'être la résistance. Hein. Oui. Mais Macron, à ce moment-là, il aurait su parler à son peuple. Il serait venu un peu. Il va pas nous donner Et de l'argent, peut-être que les gens seraient rentrés chez eux à ce moment-là. Je trouve que c'est très symptomatique de dire qu'il aurait su parler à son peuple. C'est-à-dire qu'on est dans un régime monarchique. Bien sûr. On a une constitution. C'est le je crois qu'il n'y a aucun c'est le autre roi. pays Il est dans en le monde. Et ce que je dis, si ce n'est peut-être le Qatar ou des pays comme ça, mais il n'y a aucun autre. Il y a des rois, mais ils n'ont pas de rôle comme chez nous, le président. et après, il va vous dire qu'il faut voter. Dans le Mais j'ai documentaire. des- Non, mais il ne veut pas. Voter. Ça, c'est de l'hypocrisie totale. Ils sont Mais très voter contents avec que les gens ne 20%, votent vous pas. passez avec 20%. Bon, il y a un chiffre qui a été donné Il y a par un 80% sociologue qui là, sont sur France Inter. Il disait que 65% des jeunes qui ne votent pas sont de gauche, ont des valeurs de gauche et voteraient à gauche s'ils votaient. À droite, c'est 8% seulement des gens de droite qui s'abstiennent. Voilà. Intéressant. Donc ça donne la mesure de pourquoi le pays en est là aujourd'hui. Donc je crois que s'il y a un truc à faire aujourd'hui, si vraiment on veut changer les choses, c'est qu'il faut vraiment voter et voter pour ceux qui craignent le plus, j'ai envie de dire. Et moi, j'étais pas convaincue, il y a encore quelques mois, j'étais pas convaincue de qui j'allais voter. Maintenant, je sais exactement pour qui je vais voter et je veux surtout changer de constitution. Il est urgent, urgentissime et c'est peut-être notre dernière chance de changer de constitution. On a le même discours. Donc voilà, réfléchissez bien avant de Ne voter. donne parce que pas je crois- toutes les réponses déjà maintenant, toutes les solutions. On les garde pour la fin, pour le débriefing de fin. Mais non, mais c'est une réflexion. Non, mais chacun je doit blague, mais en mener, même hein. temps, c'est vrai qu'à la fin, on va se dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on se le dira à la fin. Je crois qu'il y a Daniel. longtemps qu'il faut changer de constitution, c'est pas nouveau. Non, à la question, Daniel, à la question, est-ce qu'on est encore en démocratie ou pas? En fait, on est dans une démocratie théocratique, on va dire ça de cette façon-là, et elle a émergé depuis très longtemps, puisque la 5e Constitution en a donné les formes et les lois. Donc on est dans une démocratie technocratique, avec donc un chef. Tu dis technocratique, c'est ça? Oui. D'accord, j'ai entendu théocratique. Technocratique, ah ok. Je disais, il va nous parler de Dieu, donc j'attendais. Non. Et donc cette 5e Constitution, ça a été un coup d'État, en fait. 1958, c'est un coup d'État qui s'est montré. De Gaulle s'était retiré 10 ans auparavant, en 1948, parce qu'en fait, on avait à ce moment-là des forces de gauche communistes qui étaient très très fortes. Et puis après, il y a eu des affaiblissements. Le patronat et le monde capitaliste a combattu justement
ce qui avait été œuvré pendant 3 ans, à la sortie de la guerre jusqu'en 1948, et puis après, on est tombé dans des gouvernements qui étaient de plus en plus faibles. Hein, voilà. Et De Gaulle arrive avec la 5e République. Alors cette démocratie, oui, on dit que finalement il faut changer de constitution. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais le problème, c'est que on est une trentaine, donc on est peu. Il y a beaucoup d'îlots, il y a eu les gilets jaunes, etc. Des gens qui ont été entraînés par des noyaux. Mais quand on voit en fait comment, là je reviens sur le thème de l'individualisation, sur notre société moderne, et même ceux qui ont faim ou ceux qui ont des revenus extrêmement faibles sont riches par rapport à d'autres pays. Hein. Moi, j'ai vécu aussi dans des pays étrangers. Hein. Et en fait, les gens qui sont pauvres ou qui ont de faim, c'est parce que en fait, ils vivent d'une façon isolée. Et les Gilets jaunes, justement, ont retrouvé ces valeurs communautaires, c'est-à-dire ces valeurs d'entraide. On les a fait renaître. Pardon ? On les a fait renaître. Voilà, on les avait enfants. Il y a eu une redécouverte en fait de la solidarité humaine. Et on voit en effet que grâce à ces solidarités, on va retrouver en fait des échanges. Et là, on va de nouveau restaurer le dialogue et de pouvoir échanger des idées et revenir en fait vers des créations de mouvements politiques. Hein, c'est une création vraiment politique. Et à ce moment-là, oui, il y a espoir. Mais, encore une fois, c'est quoi? C'est peut-être les 10 ou 15 ou 20% de la population qui ont pris cette conscience-là. La majorité des gens, en France, sont enfermés dans leur propre vie, avec des crédits, etc. Et aussi avec leur voiture, avec leur télévision, et avec leur famille, etc. Je suis d'accord qu'il faille voter pour Mélenchon. Oui, parce que c'est peut-être le seul qui pourra certainement proposer des solutions, mais pas forcément un changement, avec une assemblée constituante, avec le RIC, avec plein de choses. Mais bon, gardons espoir. Mais encore une fois, oui, on est dans une démocratie technocratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la France est constituée de lois avec une très forte administration qui respecte, donc une administration juridique, une administration policière, une administration, etc. Enfin, l'éducation nationale, on est dans une démocratie technocratique. Voilà. Donc la seule puissance la seule puissance qu'on peut avoir, tout citoyen et citoyen que nous sommes, c'est en effet l'outil qui est le vote. C'est-à-dire, on peut changer notre société à partir du moment où on utilise le vote. Mais si on comptabilisait le vote blanc réellement, oui. on aurait foutu Macron dehors. Hein. Parce qu'avec 20%, comment voulez-vous passer avec 20%? Mais même si tu mets en valeur le vote blanc, le vote blanc ne signifie rien en soi. Il faut qu'il soit traduit juridiquement. Il faut que s'il y a un vote blanc plus important qu'un vote normal, l'équipe en face ne puisse plus se représenter pour donner une... C'est pas légitime. Quand vous passez avec 20%, c'est qu'il y a 80% qui ne voulaient pas de vous. C'est ce qu'il faut penser. C'est pas tout à fait ça. En fait, un vote blanc peut dire, d'accord, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis très bien dans mon petit coin. Ça veut dire aucun des candidats ne me correspond. Sinon, s'abstient. C'est ça l'abstention. Ça veut dire qu'on s'emmerde à se déplacer, aller dans un bureau. Exactement. Moi, je tiens ce vote blanc. On reste pas chez soi, peinard, merci. Moi, je n'ai ni Macron ni Le Pen. J'ai voté blanc. Oui, moi aussi. Mais on ne tient pas compte de mon vote. À propos du vote blanc, il y a... Après, il faut peut-être inventer d'autres manières de fonctionner. Hein, parce que moi, ce qui ne me plaît pas, ni les uns ni les autres, ne me plaisent. Hein, parce que je ne suis absolument pas sûre de leur discours.
Franchement, là, j'ai même plus envie d'aller voter. Mais Vraiment, voilà, hein, c'est le discours de j'ai tout plus le monde. envie. Parce que tout le monde est Alors, déçu. est-ce que... faut y aller, je suis pas sûre. Parce que moi, j'aimerais qu'on invente d'autres façons de penser, d'autres façons de faire. Peut-être qu'il faut, au lieu d'élire un personnage, parce que maintenant on élit un personnage, parce que c'est même plus ce qu'ils font, ce qu'ils proposent, ils mentent tous, les uns les autres. Il faut inventer autre chose, une autre manière de faire. Moi, je n'ai pas la solution, hein. J'aimerais bien l'avoir. Mais c'est ce que les gens demandent en fait, parce que c'est justement ce que propose Mélenchon, c'est de faire une constituante. Ça veut dire un peu comme ce qui se passe au Chili en fait. En ce moment, il prend un peu modèle sur le Chili, c'est-à-dire, enfin il en a parlé bien avant que ça se passe au Chili, mais c'est la même idée. C'est-à-dire demander aux gens un peu comment ils verraient la réorganisation justement de cette démocratie. C'est pour ça, moi je dis à Mélenchon, personnellement en tant qu'être humain, et puis même quand je l'ai vu hier, je trouvais quelquefois il n'expliquait pas assez bien les choses, qu'il faisait des... Je crois qu'il a trop l'habitude de parler à des gens qui sont d'accord avec lui. C'est-à-dire que je ne l'ai pas trouvé super convaincant. Mais je sais que c'est le seul... il y a un moment donné, il faut prendre ce qu'il y a de mieux dans ce qui nous est donné. Prendre le moins pire. Prendre le moins pire, c'est ça. C'est ça. Non, je pense pas qu'il est pire. Je pense pas qu'il est pire justement parce que la différence avec lui, c'est que lui, il restera pas plus de 2 ans, puisqu'il est là pour installer une constituante. En fait, il est là pour réinstaller la démocratie. Et ce que je sais, moi je ne connais pas Mélenchon personnellement, mais je connais des insoumis, j'en connais pas mal. Et ce que je sais, c'est qu'ils ont à cœur exactement cette idée-là, c'est-à-dire de changer le système politique de façon à ce qu'on rouvre aux gens, à eux et à nous, la possibilité. Et ça se fait pas du jour au lendemain. La démocratie, c'est un apprentissage. La démocratie, ça se gagne. Et il n'y aura pas de démocratie si les gens ne votent pas et si les gens ne s'appliquent pas. La démocratie, c'est un travail, ça demande de s'appliquer, ça demande d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il n'y aura pas un mandat évocatoire. Je voudrais finir, je veux juste te dire, moi, je pense que ce dont on souffre, et c'est pas seulement en France, c'est partout, dans les systèmes politiques qu'on nous a instaurés, où des gens prennent en charge, en gros, on les élus, et puis après, ils font tout ce qu'ils veulent et ils prennent en charge toutes les choses. Et nous, on est incompétents, donc on n'a plus rien à dire. Je pense qu'il s'est développé un système où on consomme, où les gens consomment des hommes politiques. Et ils choisissent, ah celui-là il a une belle gueule, oh elle parle bien, oh voilà. Ça se fait comme ça aujourd'hui. La plupart des gens, ils votent en fonction de ça. Et c'est ça qui est grave. Et je comprends qu'on soit dégoûté. Mais pour moi, le pourri, ça mène au fascisme. Parce que au bout d'un moment, il va y avoir un type qui arrive, un Zemmour, ou voilà, qui tape du poing sur la table, qui dit « Oh, il y en a marre de tout ça, moi je vais vous sauver de là », et ça marche. Et la France est particulièrement victime de ce genre de choses, avec Napoléon, avec De Gaulle, avec les hommes forts. Donc il faut cesser d'avoir ce comportement de consommateur. Ce n'est pas une consommation, nous sommes des citoyens, nous devons nous impliquer et pour ça, il faut essayer de comprendre, il faut écouter les gens, il faut comparer. Mélenchon, il n'a jamais été président de la République que je sache, donc on ne sait pas. Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'il est entouré de gens qui, eux, ont été élus et ont fait des choses. Je veux dire, Clémentine Autain, par exemple, on sait un certain nombre de choses qu'elle a faites. Il y a quand même, quand on s'y intéresse de près, on voit qu'il y a quand même certaines garanties. Voilà. Et ce qu'il propose, si les gens votent pour ce qu'il propose, croyez-moi que s'il ne le fait pas, étant donné qu'il a tout le monde contre lui, il sera dézingué en moins de 2. Ce qui ne sera pas le cas d'un Macron. Pourquoi? Parce que Macron il est soutenu par les banques, parce que Macron il représente le gros capital. Parce que Macron, il est complice d'un système qui s'est instauré internationalement. Vous êtes là pour faire une propagande. Écoutez, moi, plus je vous entends parler. Non, mais le pire, je ne suis pas contre Mélenchon, attention. Mais bon. Simplement, je pense que l'heure est grave. Je pense juste que là, on est dans une période. C'est de la propagande. Je pense qu'on est dans une période où, en dehors, chacun doit faire son. Personnellement, en dehors de Mélenchon, je vois que Anne Hidalgo est pour le pass sanitaire,
vaccinal, pardon. Elle voulait même rendre le vaccin obligatoire. Je vois que Jadot aussi. Je vois que à droite aussi. Alors oui, il y a M. Zemmour aussi qui dit qu'il n'enlèvera le pass vaccinal. En dehors de Mélenchon, il n'y a que Zemmour qui dit qu'il va enlever. Non, Marine Le Pen, elle l'a dit aussi. Il y a Philippot. Alors voilà, il y a Philippot aussi. Non, mais je fais un temps. Voilà. Bon, c'est vrai, nous sommes en campagne électorale, ça n'échappe à personne, mais nous ne sommes pas dans un meeting politique. Non, mais en plus, nous ne sommes pas dans une réunion partisane. Je ne fais pas partie. Nous sommes dans une réunion, dans un débat, des ciné-débats citoyens, qui est une association culturelle et non pas politique. Au sens, avec un grand P, hein, bien entendu. Hein. On est bien entendu politique avec un grand P, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la vie de la cité, mais nous ne sommes pas une association politique partisane. Donc on va revenir au film, on va revenir à la question de Rome. Oui, mais on va donner la parole à Louis. Alors, et après... revenir à l'heure, moi. À l'heure. Il est déjà 10 heures passées. Oui, on va pas tarder à s'arrêter. Il y a des gens qui dorment. Ah oui, c'est vrai. Mais tu fais bien, Louis, de nous le faire remarquer. Voilà. On n'est pas à la salle de cinéma Jackie Matelet. Surtout pas éviter de crier. Voilà. On ne va pas se battre. Hein. Surtout qu'on est presque tous d'accord. Mais après, il y a encore aussi... Oui, non, mais on va se fixer, allez, 10 petites minutes. Un quart d'heure maxi. Grand heure maxi, vas-y. Juste avant de changer de sujet, je voulais dire une dernière chose sur la campagne électorale. Pour moi, ne pas voter, c'est voter Macron. Oui. On est d'accord. Oui, c'est ça. Ce que je c'est voter. Alors, oui, alors, je me méfie de... Il est bien cette phrase, elle me plaît d'un côté, et en même temps, elle est dangereuse. Parce que ne pas voter, c'est pas uniquement voter Macron, c'est voter tous ceux qui peuvent bénéficier de l'abstention. Alors je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce soir qui est-ce qui peut en bénéficier, mais ils sont nombreux, il y a plusieurs candidats qui bénéficient de l'abstention. Voilà. Donc ce n'est pas uniquement Macron qui est intéressé par l'abstention, il y en a d'autres. Oui. Réfléchissez à ça. Mais qui va gagner, c'est Macron. Bon, Louis, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est toi. Pécresse. Oui. Je suis aussi d'accord aussi sur le fait qu'il faut aller voter, ne serait-ce que par égard à tous ceux qui se sont battus pour le droit de vote, notamment nous les femmes. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est pas si vieux que ça. Donc, même si je voterai blanc, je ne sais pas encore, mais oui, mais je me déplace, je trouve que c'est un devoir. Donc, moi, je voudrais, par rapport aux questions qu'a posées Robert, je vais reprendre. Oui, bien entendu, nous sommes dans une démocratie décadente qui, jour après jour, montre que les institutions arrivent à son terme. La Ve République, qui a été, comme tu l'as dit tout à l'heure, Daniel, a été faite pour un homme qui était le général de Gaulle, c'est-à-dire un homme face à un peuple. Or, il y a quelque chose qui a été oublié dans cette Ve République, ce sont les idées. C'est-à-dire qu'au lieu de voter pour un homme, qui et toutes ses caractéristiques physiques, psychologiques, morales, etc., je crois qu'on a perdu le fil des idées. C'est-à-dire qu'on doit voter pour un programme, et celui qui s'écarte du programme, comme tu le disais, il faut qu'il soit révoqué. Qu'il soit révoqué. La politique, c'est programmer ce qui va être fait pendant les 5 ou 7 années, puisqu'avant c'était un septennat, et maintenant c'est un quinquennat. Eh bien, on doit voter, on devrait voter pour, voilà, pendant les 5 ans qui viennent, voilà ce que l'on va faire. Alors il y a bien entendu
des accidents de parcours, par exemple le Covid, cette crise sanitaire qui nous a touchés, qui peut perturber les choses. Mais ça devrait perturber les choses à la marge. Alors que là, on se rend compte que ça a complètement désorganisé, ça désorganise tout. Et pour en revenir au film de ce soir, je crois que la chose que l'on peut dire par rapport à la manière dont les forces de l'ordre sont, et qui devraient être les forces de la paix, sont gérées aujourd'hui, elles sont organisées de manière à maintenir l'ordre et non pas maintenir la paix. C'était ce que l'on avait prévu comme titre de thématique par rapport à ce film au départ. C'est vrai, gardien de l'ordre. Et donc, je crois que ce que nous devons demander en tant que citoyens, c'est que demain, dans les mois à venir, les années à venir, la police républicaine soit au service, comme ça a été dit plusieurs fois dans le film, au service de la population et non pas au service du pouvoir. Si on accepte ça, eh bien, on va encore avoir, parce que il faut quand même dire que ça a été l'apogée, le maintien de l'ordre pendant les Gilets jaunes. Mais il y avait déjà des prémices. Je vous rappelle que sous Hollande, la gestion des manifestations par rapport à la loi El Khomri, c'est-à-dire les prémices de la loi travail qui a été imposée par Macron après, eh bien c'était déjà comme ça que c'était géré. Les NAS, elles sont nées à ce moment-là. Et elles ont été, bien entendu, appliquées à grand renfort. Voilà. Moi, ce qui m'a... Je termine là-dessus. Moi, ce qui m'a vraiment... Il y a deux personnes aussi là. Oui, elles ont déjà moi, ce qui m'a vraiment étonné dans ce film, c'est, dans toutes les prises de vue, l'importance, au point de vue masse, au point de vue nombre, des forces de l'ordre par rapport aux manifestants. Ah oui. On se rend compte que, par endroits, bon, c'est vrai qu'ils sont dispersés, mais on a le sentiment qu'il y a plus de policiers que de manifestants. C'est pas le sentiment. Et puis leur équipement. Non, c'était juste. Vous n'avez pas beaucoup parlé, oui, pas du tout même. Si, j'ai parlé, mais pas forcément en public comme ça, mais bon. Oui, je suis un peu bavard avec les voisins. Non, mais on veut profiter. Oui. Vas-y, Annie, vas-y. Non, c'est par rapport à ce que tu disais, pour souligner ça, que ça avait commencé bien avant, évidemment. Et ça, pour moi, on remonte encore beaucoup plus loin dans le temps que Hollande. Mais simplement Hollande, je me souviens quand il y avait le sommet de l'environnement à Paris, avec Fabius, etc. Bon, il avait interdit de manifester pendant tout ce sommet de l'environnement à Paris. C'était interdit de manifester. C'est la première fois qu'on entendait « il est interdit de manifester ». Moyennant quoi, il avait mis sous assignation tous les militants des mouvements écologiques quand même. Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils n'avaient plus le droit de sortir de chez eux, ils avaient dû rester chez eux. C'était sous prétexte de terrorisme. Mais oui, absolument, ils étaient accusés les de premières victimes terrorisme. de cette C'était loi incroyable quand même. Et moyennant quoi, quand même, évidemment, on a été un certain nombre à dire il est hors de question qu'on nous interdise de manifester, et on est allé manifester. Ça, c'est la grande différence avec maintenant, c'est que, bon, moi j'étais à Marseille, il y en a qui étaient à Nice, mais il y avait un monde fou dans les rues. On n'a pas été embêté par la police, jamais. Alors, bon, donc il y avait à la fois déjà des prémices, mais il y avait une autre façon de gérer, effectivement, quand même les manifestations. Voilà. Bon, après, j'ai fait des manifestations aussi par rapport aux migrants. Les Robocop, ils étaient là. Hein. Ça fait 20 ans qu'ils sont là, les Robocop, franchement. Hein. Et puis, il y a eu des gros... Quand ça a vraiment basculé, c'est aussi quand on n'a plus eu le droit de manifester là où on voulait, mais qu'on nous a imposé des trajets qui, en général, étaient des trajets déviés pour ne pas passer dans les centres, pour ne pas être vus, autrement dit. Ça a été énorme aussi, quand même, hein, comme changement. C'est l'époque où Sarkozy a dit, maintenant, quand les gens manifestent, les personnes... Le pouvoir n'est pas dans la rue. Le pouvoir ne sera plus dans la rue. Il a clairement exprimé que les médias ne devaient pas en parler. Voilà. C'est vrai quand que maintenant, les médias parlent très peu. Et quant aux formations des forces de l'ordre, pour parler des violences. Quant aux formations des forces de l'ordre, ça c'est quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez de Copenhague, du Danemark, hein, il y a eu des répressions, mais d'une brutalité inouïe dans les années 75-80, et il y avait à ce moment-là, on savait très bien que toutes les forces de l'ordre des différents pays
se passer les formations, comme d'ailleurs ils sont allés former ceux de Tunisie au moment du printemps arabe, hein, les Français. Donc, c'est pas que... Enfin, il y a plus que ça. C'est quand même une densité de choses qui se passent depuis quelque temps et qui amènent petit à petit, parce qu'on a vu, hein, voilà, dans le film. C'est pas... Voilà. Alors moi, je voudrais amener déjà vers la fin, vers des pistes de solutions, des pistes à travailler certainement. D'abord, pour dire, et c'est mon opinion, que la démocratie représentative, Gérard l'a dit tout à l'heure, est arrivée à ses limites. Aujourd'hui, le peuple n'est plus représentatif. En tout cas, c'est mon opinion. Donc, c'est pour ça que je milite en faveur d'une écriture d'une nouvelle constitution. Effectivement, celle de 58, elle est bafouée tous les jours. Le préambule de la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle n'existe plus, on n'y fait même plus référence. Aujourd'hui, il n'y a que l'État, qui est le gouvernement qui est élu, qui a tous les pouvoirs, et même les autres chambres, le Sénat, le Parlement, il n'y a même plus de contre-pouvoir. Et même le Conseil constitutionnel non plus, il valide tout. Voilà. Donc il faut à tout prix passer à un autre système de représentation du peuple. Et nous, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, nous appelons les ciné-débats, parce qu'on travaille comme ça, autour du cinéma et du débat. Mais surtout, le mot important, c'est le mot citoyen. Voilà. Et donc, nous militons en faveur d'une citoyenneté active. Donc, à travers l'écriture d'une prochaine constitution, il faut voir ensemble comment on peut impliquer le citoyen, tous les citoyens, à prendre en main leur vie et à arrêter de déléguer leur pouvoir. Alors, deuxième chose. On va dire Robert Président. Parmi les... Donc, comme j'ai un peu travaillé le sujet de ce soir, je suis tombé sur un observatoire, un rapport qui a été fait par l'Observatoire des libertés associatives, que je vous invite à vous procurer. Je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez. En 2019, oui, c'est dans une actualité récente, il y a une coalition d'associations qui s'est constituée pour former un observatoire des libertés associatives. Pourquoi? Parce que dans les années qui ont précédé, il y a eu au moins une centaine de cas de restriction des libertés associatives. Voilà. Alors, ce rapport, il fait 50 pages, mais je veux juste vous donner une des 12 pistes qui a été proposée par ce rapport. Donc c'est la piste numéro 7 qui concerne le contrôle des pratiques policières. Alors, elle dit deux choses, elle a deux préconisations. Elle dit mieux surveiller et contrôler les pratiques policières. Voilà, elle dit une chose, mieux surveiller et contrôler les pratiques policières. Alors, cet observatoire propose d'encourager la mise en place d'un organe indépendant pour enquêter sur les faits potentiellement abusifs commis par les forces de l'ordre, notamment, eu égard à l'objet de ce rapport, quand ces abus concernent les activités relevant de la citoyenneté collective. Les Gilets jaunes, c'était la citoyenneté collective. Voilà. Des pratiques des forces de l'ordre sont régulièrement pointées du doigt comme entravant excessivement le droit de manifester ou le droit de réunion. Voilà. Des formes de harcèlement policier à l'encontre de militants ou de bénévoles associatifs ont également été décrites dans les cas numéro 26, 63, 67, 54 qui sont dans ce rapport. Voilà. Plusieurs associations françaises, dont la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, l'ACAT France, que je ne connais pas, et d'autres réclament depuis longtemps la création d'un organe indépendant pour enquêter sur les plaintes visant des agents de la force publique. Car en effet, et c'est dit dans les rushs du documentaire, ça n'a pas été dit là dans le documentaire, l'IGPN et l'IGGN, donc c'est la gendarmerie, l'institution qui contrôle la gendarmerie, sont critiquées toutes les deux pour leur manque d'indépendance. L'IGPN étant à l'entière charge des policiers eux-mêmes. Donc, vous voyez, c'est les flics qui contrôlent les flics. Voilà. Alors, il y a une autre option qui semblerait moins souhaitable. Le programme de Mélenchon, parce que c'est ça. Hein. Il figure dedans? Ah oui. Ah ben tu vois, il a peut-être repris là-dedans. Le mois qui suit. Supprimer l'IGPN. D'accord. Alors, deuxième proposition. Qui ont fait le programme, en fait, donc deuxième proposition, je finis, Agnès. Une autre option, mais qui semble, pour cet observateur, qui semble quand même moins souhaitable, serait
d'inclure dans la composition des organes de contrôle existants, c'est-à-dire dans les GPN et dans les GGN, des magistrats et des avocats, ainsi que la présence de citoyens, à l'instar de l'autorité indépendante pour les plaintes à l'encontre de la police qui a été créée en 2012 au Danemark. Voilà, donc il y a 2 pistes là qui sont proposées. Tu dis que Mélenchon l'a inclus, je n'ai pas lu le programme de la guerre en entier. Voilà. Donc ça, ce sont des propositions. Alors, si quelqu'un veut encore émettre quelques pistes, et après on va s'arrêter. Je suis désolée, contre la police. Alors, bonne nuit. À bientôt pour une prochaine. Oui. Je propose Parce que si on veut pouvoir revenir, il faut respecter les horaires. Alors, on va s'arrêter. Je voudrais, avant qu'on se quitte, vous dire que si tout va bien, je dis, si le pass vaccinal peut disparaître d'ici fin mars, début avril, ça sera une bonne chose parce que nous pourrons reprendre notre activité en salle de cinéma. Et d'ici là, nous allons au mois de mars avoir 2 films qui seront liés à la Journée mondiale de la femme. Alors, Journée mondiale, disons que c'est l'année mondiale où c'est un peu bidon tout ça, hein, chaque fois qu'il y a la Journée mondiale de quelque chose. Mais nous avons profité de ça pour programmer le film Debout les femmes de François Ruffin au CGR le jour du 8 mars et le 18, si je ne m'abuse, mars, nous aurons un autre film. Alors le lieu n'est pas encore fixé, mais on le fera savoir. Il s'agit donc d'un film sur le problème de la souffrance des femmes un peu dans le monde, au niveau de la violence faite aux femmes sur le plan de la sexualité, notamment et qui s'appelle Female Pleaser. Voilà. Female Pleaser. Voilà, mais le lieu n'est pas encore fixé, on vous en dira plus sur les réseaux sociaux et sur notre boîte, sur le message de Internet. Donc tu as dit pour le 8 mars au CGR. Le 8 mars au CGR. 19h45. 19h45, et l'autre. Merci en tout cas pour d'être venu et de nous avoir permis de faire cette soirée. Merci à vous. Merci à vous. Parce que moi, parfois, j'ai envoyé des trucs. Et je réussis, ça m'arrive le soir. La poste, ça déconne. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Oui, donc ça c'est pareil. On m'en envoie tous les jours 15, 20. J'en ai reçu. Je vais en parler hier. Quand j'en envoie, c'est parce que soit c'est amusant, soit c'est drôle. Moi j'étais proche de ceux du Canadien. Sacré Le soir du 17 novembre 2018. C'est ce qui se fait. Moi j'étais à la barrière Moi j'y suis qui le soir même, il y avait une c'est formidable, j'ai dit, mais maintenant il faut se